Sébastien Corchia, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes gérant chez Mescart Asset Management. Alors lundi 31 octobre, Georges Papandréou, le Premier ministre grec, a annoncé la tenue d'un référendum sur le plan d'aide européen, remettant par là même implicitement en question l'accord de Bruxelles et provoquant la panique le lendemain sur les marchés actions. Alors à quoi jouent les Grecs, Sébastien? Écoutez, c'est de la politique intérieure. En définitive, vous avez un Premier ministre qui a un gros problème de majorité extrêmement fragile, qui a une pression très très forte de son opposition, qui attend qu'une chose finalement, c'est de prendre le pouvoir, mais pas dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, mais d'élections anticipées ou pas. Et puis, vous avez une pression de la rue qui, depuis longtemps, demande à être consultée, malheureusement trop tardivement et dans une situation qui n'a absolument pas été prévue et qui a mis tout le monde devant le fait accompli. Alors s'il y a ce référendum et que la réponse est négative, on s'oriente à coup sûr vers un défaut officiel de la Grèce. Et ça change bien des choses. Oui, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'attendre le référendum, hein. Il suffit juste qu'il y ait des élections, qu'il n'y ait pas de majorité ou que ça soit un vrai fouillis. Et pour le coup, il n'y aura plus d'argent dans les caisses d'ici à 3 semaines, un mois. Et la Grèce sera en défaut. Et là, comme vous le rappelez, il y a une grosse différence entre la situation telle qu'elle pourrait l'être et celle des accords de Bruxelles. Les accords de Bruxelles, c'est quoi? C'est un défaut partiel, 50%, et volontaire, ordonné, on va dire. Les banques acceptent d'effacer une partie de la dette grecque. Acceptent volontairement de le faire. Si demain on passe dans le scénario, on peut imaginer, on passe d'une situation de défaut non pas partiel mais total et une situation non pas ordonnée mais sauvage en fait, complètement désordonnée. C'est le pire des scénarios parce que dans ce cas-là, vous avez l'activation des CDS, ces fameuses assurances, ce qui était pas le cas dans le cadre des accords de Bruxelles. Et l'activation des CDS, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est-à-dire que il y a des établissements qui ont entre leurs mains ces CDS. Il y en a d'autres qui doivent payer si l'assurance se met en marche. On ne sait pas trop qui les a. En tout cas, c'est clair qu'il y aura des pertes. Et dans ce cas-là, c'est un risque fort que le système financier européen soit en grande difficulté. On est face à un risque systémique. Absolument, tout simplement. Alors, est-ce que cette annonce de possible référendum en Grèce, parce qu'il n'est pas encore organisé, finalement, ne scelle pas le sort définitivement des accords de Bruxelles? Oui et non. En tout cas, ça met beaucoup de difficultés. De l'autre côté, parce qu'on arrive à nouveau dans une situation d'urgence, et ces accords étaient là pour avoir un cadre, essayer de réfléchir. Ils n'étaient pas complets, c'était une feuille de route, une feuille de travail, mais qui allait permettre de gagner du temps et peut-être d'élaborer des stratégies un peu plus complexes. On revient à la case départ. Il y a le feu de façon encore plus importante qu'avant. Et face à ça, on a un petit extincteur qui est le FESF. Pour le coup, on l'a. Et il n'y a pas de raison qu'il soit éliminé, annulé, comme vous voulez, puisque pour le coup, il avait plusieurs missions, notamment celle de recapitaliser les banques. Mais vous dites vous-même que c'est un petit extincteur, alors que là, on est face à un incendie de forêt. Complètement. C'est pour ça qu'il y avait d'autres missions qui étaient en route pour essayer de créer notamment un deuxième véhicule qui aurait fait appel à nos amis chinois, brésiliens et autres. Ça, il faut espérer qu'il y aura toujours, dans le cadre du G20 notamment, une envie, une volonté d'aider l'Europe. Et je pense que tout le monde se tient un peu pour que tout le monde intéresse tout le monde se tient par la à ce que ça se fasse, en fait, tout simplement, voilà. Si on peut utiliser cette expression. Mais toujours est-il que le FESF va rester là. Malheureusement, il va sûrement être nécessaire, mais pas suffisant. Sébastien, tout de même, est-ce que finalement la grande question qui est posée aujourd'hui n'est pas celle d'une intervention beaucoup plus radicale de la BCE, qui n'est pas restée sans rien faire durant la crise, mais dont on attend qu'elle monétise la dette? Eh bien, complètement. Le FESF, c'est l'extincteur, la BCE, ce sont les canadaires. Et pour le coup, la BCE, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande un peu de faire ce qu'ont fait les Américains, c'est-à-dire d'acheter massivement de la dette, qu'elle soit grecque, qu'elle soit italienne, espagnole, ou pourquoi pas demain, mais espérons que ça ne sera pas le cas française. Donc d'être plus Fed que Bundesbank. D'être plus colombe que faucon, d'être plus Fed que Bundesbank, effectivement, malheureusement, dans cette période, il y a un élément qui est un élément de calendrier. C'est le mauvais hasard, c'est qu'en pleine tempête, on change de capitaine. Et que, en voir M. Trichet, bonjour Monsieur Draghi. Et est-ce que M. Draghi
on est en risque-opportunité. Le risque, c'est qu'ils ne fassent rien parce qu'ils se disent « je ne vais pas arriver et commencer à tout chambouler », ou l'opportunité, ça serait que tout de suite, ils montrent une nouvelle BCE, quelque part, qu'ils baissent fortement les taux d'intérêt, 25-50 points de base, et puis surtout qu'ils donnent le feu vert pour que les canadaires s'envolent et aillent éteindre une bonne fois pour toutes l'incendie. Vous y croyez vraiment ? Ça va être compliqué, parce que pour le coup, on le voyait bien, hein, la BCE était en train de devenir une Bundesbank, et que pour l'instant, les Allemands, comme toujours, ont été très dogmatiques sur le sujet. Ils ont des raisons qu'on est en droit de respecter. On sait très bien les risques aussi, et parfois l'inefficacité, on a pu le voir aux États-Unis. Mais à court terme, eh bien, il faut faire sortir les canadaires. Alors, on rentre de nouveau, le répit a été très bref, dans une période de turbulence intense sur les marchés. Quand on est investisseur, que doit-on faire ? Ne jamais réagir à chaud. C'est-à-dire ne jamais vendre vos titres sur une annonce comme ça, tout simplement parce que la bourse perd 3-4%. 5 parfois ? Parfois 5, ou peut-être même plus. On l'a vu que dès le lendemain matin, elle a gagné 2. Et puis on sait qu'il peut y avoir du jour au lendemain des interventions massive et naturellement on n'a pas prévenu le marché par courrier ou lettre recommandée, hein, où ça se fait dans la nuit. Je pense à une baisse des taux rapide de la BCE. Je pense tout simplement à une intervention peut-être concertée de différentes banques centrales sur les dettes. Donc il peut y avoir des nouvelles qui peuvent être que les marchés regagnent de 5 et il ne faut pas vendre ces titres pour les racheter le lendemain. Il ne faut jamais subir le marché et en tout cas ne jamais réagir à chaud. Alors, il ne faut pas réagir à chaud, mais il faut peut-être regarder un petit peu plus loin et il y a pas mal de nuages à l'horizon. Si on considère le seul critère finalement valable pour la bourse qui est celui de la croissance, elle risque d'être en berne assez longtemps. Ben oui, parce que depuis le début, on le sait, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est politique, on vient de l'évoquer, politico-économico-financier, et puis un problème qui est purement économique, c'est la croissance. Il est clair que dans ce brouillard complet, aussi bien les entreprises que les investisseurs, les particuliers n'ont pas envie, je dirais, de consommer, d'investir, de ce que vous voulez. Surtout dans des moments où on met des plans d'austérité un peu partout avec des hausses de fiscalité, donc ça vient en rajouter, donc on sait qu'on a une croissance en berne. Alors on fait quoi ? On essaye de se déterminer des niveaux d'intervention, essayer de voir jusqu'où le marché peut monter, jusqu'où il peut descendre, et essayer d'être contrariant sur ces approches-là, comme il faut le faire depuis des mois. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression que tout va bien, vous allégez, quand tout va mal, vous renforcez. Ces niveaux, c'est quoi ? Il y en a 3. Grosso modo, 3500 points, parce que je pense qu'on pouvait y aller, mais 3004, 3005, c'est la situation idéale avec croissance économique zéro et pas de problème politique. Au-delà, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance ou en tout cas des mesures type un quantitative easing européen. 3000, c'est le niveau où vous avez une croissance faible et des problèmes politiques. Et puis 2500, voire un peu moins, c'est vous avez une croissance très faible et vous avez des gros problèmes politiques. Vous avez même une décroissance à 2500. Vous avez même un début de décroissance. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de récession à proprement parler en Europe. Donc 3000, à ce stade, c'est le niveau où il y a tension politique, mais la croissance reste proche de zéro. On peut tenter quelques achats. Si d'aventure on revenait dans la zone des 3400, 3500, eh bien, il faut redonner un peu de papier, comme on dit dans le jargon. Sébastien Corchia, merci. Merci.